Alors, les clans de dépossédés. Les descendants des fières civilisations d'Ardin qui prospéraient autrefois dans la région montagneuse des royaumes mortels sont surnommés les dépossédés par les Sigmarites, bien qu'eux-mêmes préfèrent le terme traditionnel de Khazalid. Ils ont échappé au brasier de l'âge du chaos en fuyant vers Azir aux côtés des armées du dieu roi. Puis ont dédié leur talent naturel pour l'artisanat, la taille de la pierre et l'armurerie à la vision de Sigmar d'un empire réunifié. Et à l'accomplissement de leurs amères rancunes contre les serviteurs de la ruine. Des siècles durant, ils ont formé la solide enclume sur laquelle les ennemis d'Azir sont venus se briser, et le marteau du forgeron qui a consolidé les fondations d'un empire, d'un monde meilleur. Alors même que la vaste majorité des dépossédés a désormais émigré des cités franches pour rejoindre Grogny, leur dieu récemment réapparu. Les liens entre humains et Doardin demeurent, pour la plupart, aussi solides que la pierre. Les dépossédés se battent encore aux côtés de leurs camarades des guildes franches, même s'ils abordent désormais la livrée et l'héraldique de leur royaume restauré. Et leur aide dans la guerre contre les dieux sombres ne sera pas oubliée de sitôt. Les rois gardiens étaient les chefs des clans de dépossédés, les tenants d'un héritage glorieux, mais brisé. Au sein d'une société qui place la sagesse et l'expérience au-dessus de tout, ils étaient presque tous les vétérans endurcis, grisonnants et balafrés de centaines de batailles et d'escarmouches souterraines. La force et la robustesse d'un Doardin ne faiblissent pas avec l'âge, et les rois gardiens étaient souvent les plus grands champions de leur peuple. Ils se battaient en première ligne, le marteau ou à la hache le marteau ou la hache à la main, leur bouclier finement ouvragé bloquant les attaques ennemies, alors qu'ils hurlaient leur ordre et leur serment envers les dieux ancestraux. Les seigneurs des runes n'étaient jamais bien loin de leur roi les seigneurs des runes n'étaient jamais bien loin de leur roi gardien. Figure importante de la cour royale, les érudits étaient les maîtres de la fabrication de runes. L'art Doardin de la fonte de l'énergie arcanique en sceau afin d'investir les objets inanimés de pouvoirs surnaturels. Ces pouvoirs permettant notamment d'annuler la sorcellerie adverse ou de déchaîner de soudaines explosions de force, laissant des ennemis à terre et vulnérables à un coup de hache bien placé. Les Doardins ont toujours eu une forte tradition martiale. Leur corps trapu, musculeux et endurant, exercé par le dur labeur de la forge et du forage de tunnels sous leur carac. Cela en font des combattants naturels. Les élites porteuses de boucliers connues sous le nom de brise-fer constituaient le cœur des hostes Doardins, alliés des cités. Ces remparts ambulants étaient recouverts de la tête aux pieds de Grombril. Un alliage remarquable, renommé pour son extrême robustesse. Celui qui se plonge dans les archives des guildes franches y trouvera de nombreux récits de brise-fer, tenant obstinément leur position contre des ordres innombrables, repoussant et épuisant l'ennemi, jusqu'à ce que les renforts arrivent. Mais les méthodes de guerre des dépossédés n'étaient pas entièrement défensives. Ils déployaient aussi des formations de fantassins lourds, nommés les Longbarbes, qui maniaient leurs boucliers comme des masses, tout en frappant de leurs haches et en grommelant abondamment. Sans oublier les marteliers, qui maniaient à la perfection leurs masses à deux mains, capables de briser la roche comme du bois flotté. Ils pouvaient enfoncer les flancs de l'ennemi les plus faibles et répandre la panique à chaque coup porté. Plus terrifiants encore étaient les dracs de fer, les spécialistes de la poudre noire, armés de fusils de la taille de petits canons, et projetant des langues de feu incandescentes ou des torpilles explosives assez puissantes pour tailler un trogosse en pièces. Donc voilà, ça c'est un peu le lore qu'ils avaient aussi dans l'Ancien Monde, aussi, quelque part. Et donc ils repartent un peu vers leur carac, ils repartent un peu aussi, notamment, leur départ est aussi un peu influencé par l'alliance que Grogny essaie de réunir, l'alliance de Khazalid que Grogny essaie un peu de ressouder. Et oui, comme on le sait, il y a pas mal de rumeurs, ils vont sûrement avoir de nouvelles figues
un peu uniques à AOS. Ils seront aux côtés des pirotueurs durant quand ils sortiront avec leur nouveau BT bientôt, d'ici quelques mois. Donc je suis assez curieux de voir aussi d'ailleurs comment est-ce qu'ils vont être réinventés, réimaginés. Est-ce que on va être dans un cas un peu similaire aux Luminettes et aux Forges Ruines d'Ashut, aux Dordins du Chaos, ou est-ce qu'ils vont être vraiment similaires à leur ancien style? On va voir, on va voir. Généralement, dans AOS, ils ont tendance un peu à trouver un entre-deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir des unités qui vont ressembler un peu à ce qu'elles étaient avant, un peu à l'ancienne faction dont ils sont un peu les héritiers. Mais il y a aussi ensuite de nouvelles choses qui sont uniques à AOS. Dans le cas des Khazalides, je pense que ce sera peut-être des golems. Dans le lore, il y a pas mal de golems sentients qui sont associés justement aux nains des empires Khazalides. Donc je pense qu'il y aura un peu un côté un peu mecha, vous voyez, mecha et golem, etc. Qui sera assez stylé, je pense. Ils refondent l'empire Khazalide, donc oui, ils essaient du coup, effectivement, c'est ça. Ils vont essayer de le refonder. Et c'était les motivations d'ailleurs de tous les peuples un peu qui se sont alliés à Sigmar, qui se sont réfugiés à Azir pendant l'âge du chaos. Leur objectif a toujours été d'un jour reconquérir leur ancienne terre et de retourner y vivre. Machine de guerre Dwardin. Là, du coup, ça va un peu parler des... Ça parle un peu de la sonneuse de fer, alors on va le dire, tiens. Les golems à vapeur devaient être pour les Caradrons, c'est pas juste. Ah bah, je pense qu'ils en auront aussi, les golems. En vrai, je pense que les Khazalides auront des golems sentients. Là où les Caradrons, je pense qu'ils vont finir par avoir une armure mecha. Des armures mecha. Justement, il y a des armures dans le lore, notamment dans Soulborn, qui parlent justement d'armures massives de Caradrons. Qui leur donnent la taille d'un Trogos, on va dire, quand ils sont dedans. Qui sont des armures d'ailleurs qui s'appellent les modèles golem, ironiquement. C'est surnommé aussi les golems. Donc je pense que les Khazalides potentiellement auront une nouvelle espèce à leur côté qui sont mécaniques. Mais les Caradrons pourront avoir le côté méca, je pense. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, l'ingénierie Dwardin a un long et fier passé, car le peuple des montagnes est naturellement doué pour la mécanique et les inventions. Et il sait travailler la pierre et le métal, comme s'il s'agissait de fils de soie. Les héritiers de Gragny ont distribué aux connaissances fondamentales. Les héritiers de Grogny ont grandement contribué aux connaissances fondamentales de l'arsenal sous fer. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment une guilde conjointe humaine et naine, qu'on va dire. La puissance industrielle de l'Empire de Sigmar. Leurs créations sont parfois fiables, Leurs créations sont à la fois fiables et efficaces, et continuent à opérer à pleine capacité plusieurs siècles après leur fabrication, actionnés par des générations successives d'ingénieurs de combat endurcis. Il peut sembler étrange que les Dwardins, pourtant largement associés au combat terrestre et souterrain, aient réussi à développer de puissants appareils aériens. Mais les antiques forteresses khazalides devaient lutter pour le contrôle des cieux comme contre des zeppelins grottes, des monstres ailés et quantité de menaces. Leurs caracs étaient aussi bien attaqués depuis les cieux que depuis les profondeurs de la terre. Et leurs inventeurs ont donc créé les lourds engins volants que sont les gyrocoptères qui, malgré leur forme trapue, pouvaient remonter à n'importe quelle menace aérienne, guidés par un seul pilote, équipés de canons cracheurs de plomb, de torrents de flammes ou de nuages de vapeur surchauffée. Les gyrocoptères étaient tout ce qu'il y a de plus mortel.
Et aussi toutes ces machines volantes, c'est ce qui aura permis à certains nains de survivre dans les airs de Shamon, notamment durant l'âge du chaos, et c'est ce qui a amené aux Caradons. Les Caradons ont hérité entre guillemets de toutes ces machines volantes et sont partis complètement dans cette direction, quoi, d'ingénierie, de bateaux, de navires volants, etc. Il y a des automates aussi qui protègent les ports. C'est vrai. Je sors un peu du sujet, mais est-ce que tu connais les Dwegom de Conquest? Les nains ont des figues d'enfer, de nains cyborgs, des golems mécaniques et de sorciers de feu. J'espère encore mieux de la part de Game pour les sorties d'Wardin. J'ai vu certaines figues de Dwegom, effectivement. À voir ce que Games effectivement fera pour les Khazalides. Mais ouais. Comme je dis, j'espère qu'on aura les fameux golems sortants, au petit fait mention par-ci par-là. Le gyrobombardier était une version plus lourde encore du gyrocoptère, qui sacrifiait un peu de sa vitesse et de son agilité pour transporter des râteliers de bombes sol de rancune. Bien qu'il possédait un canon de coque pour sa défense, le gyrobombardier était avant tout une pièce d'artillerie volante, libérant des charges explosives sur les têtes de l'armée ennemie pour déchiqueter les soldats terrifiés dans un déluge de feu et de shrapnel. Les forges de rouage, maîtres mécaniciens et bricoleurs invétérés, se chargeaient d'entretenir avec minutie ces engins aériens et les nombreuses autres merveilles d'ingénierie des armées des dépossédés. Entraînés dès la plus tendre enfance aux arts de la forge, ces ingénieurs douardins étaient capables de maintenir les plus complexes des mécanismes en parfait état de marche, quel que soit le temps écoulé depuis leur construction. Ils portaient aussi sur eux un fusil double canon surnommé Purge Rancune, ainsi qu'une paire de pistolets au cas où l'ennemi aurait l'outrecuidance de les interrompre en plein milieu de leur réparation. Donc voilà pour les nains. Maintenant, ils vont un peu parler des elfes. Salut, je viens de rejoindre le live. Tu as vu ce qu'il y a un nouveau héros chevalier du thème de Slam qui est sorti il y a quelques jours. Oui, on a parlé effectivement un peu plus au début de du live justement du nouveau héros de Slaanesh. C'est ça dont tu parles. Et il est très stylé, ça va donc devenir plus intéressant. Les elfes, un peu, oui, c'est vrai, un peu. Moi, je suis team elfe personnellement, hein, bien sûr. Alors ensuite, les elfes du domaine de Sigmar. Quand Sigmar se retira en Azyr à la suite de sa défaite contre le dieu sombre, il entraîna avec lui de nombreux réfugiés elfiques qui avaient fui la destruction de leur antique colonie. Gracieux, intelligents et dotés d'une longue espérance de vie, ces êtres traumatisés se révélèrent être des atouts de poids pour la cause du dieu roi. Certains lui servirent de conseillers, artisans ou experts arcaniques, tandis que d'autres trouvèrent refuge dans les forêts immaculées du royaume des cieux. Mais même les plus loyaux de ces elfes azyrites ne se sentirent jamais en paix dans le royaume de Sigmar, car ils se languissaient du monde qui leur avait été volé. Certains, devenus aigris et cruels, cherchaient la vengeance à tout prix. Nombre d'entre eux étaient issus de civilisations guerrières et orgueilleuses, et n'auraient jamais considéré les humains comme des alliés dignes de ce nom sans leur haine partagée du chaos de ses serviteurs. Quand Sigmar retourna sur les royaumes mortels pour livrer bataille, ils rejoignirent avidement les conflits, non pas pour de nobles raisons de camaraderie et de gratitude, mais parce qu'ils souhaitaient reprendre leurs territoires ancestraux aux mains du grand ennemi. Les elfes hargneux ne gagnèrent jamais l'amour de leurs alliés sigmarites, mais leur cruelle efficacité ne pouvait être mise en doute.
Armée de terreur. Les meneurs de ces forces auxiliaires elfiques étaient sans conteste les despotes de l'ordre Serpentis, de terribles seigneurs chevaucheurs de dragons fidèles aux traditions de Narkas. Un empire justement elfique d'Ulgu dont on avait un peu parlé dans une vidéo de la chaîne. Donc un ancien empire d'Ulgu, voilà justement, anéanti durant l'âge du chaos. Les héritiers de Narkas fuirent vers Assir, emportant avec eux leur connaissance sur le domptage de terribles dragons noirs. Agile, violente et cruelle, ces sombres créatures étaient capables de projeter des torrents de poison corrosif, et leurs serres de crocs pouvaient déchirer la chair avec une aisance terrifiante. Les despotes les considéraient comme les seules montures dignes de les porter au combat, où ces commandants faisaient étalage de leurs talents guerriers à l'aide de leurs lames, de leurs lances et de leurs boucliers. Donc oui, potentiellement, donc dans le lore, ils vont repartir vers Ulgu pour reprendre leur ancien bastion. Mais je pense qu'ils reviendront sous une forme ou une autre si Malerion a son armée. Quand Malerion arrivera, je pense qu'on aura justement des elfes de Narkas parmi ce qu'il y aura dans l'armée. Et ils reviendront de la même manière un peu que les nains vont revenir un peu dans une nouvelle faction fusionnée avec les pyrotueurs, quoi. Dans l'idée, je pense que ça va être ça. Ou alors, ils pourront aussi rejoindre Morathi. Et les Kainites, ça se trouve aussi. Ils ont des valeurs partagées, on va dire. L'ordre Serpentis déployait aussi des formations de chevaliers Draklin, des champions elfes bardés d'armure noire, et juchés sur des reptiles bipèdes, aux griffes aussi aiguisées que les lances de leurs cavaliers. Contrairement aux chevaux, les Draklins ne perdaient pas en létalité une fois engagés au corps à corps. Ils entraient au contraire dans une frénésie sanglante, et démembraient leurs proies ou broyaient leurs os de leurs puissantes mâchoires. Certains étaient entraînés pour tirer de vifs chars à Draklin, pilotés par des chasseurs elfiques, couturés d'armes pilotés par des chasseurs elfiques couturés armés d'arcs et de javelots. Dans leur quête effrénée de contrôle sur les bêtes draconiques, les Narcassiens s'étaient adonnés à une sorcellerie qui aurait outragé leurs alliés. Leurs tentatives d'amélioration génétique de leurs compagnons reptiliens conduisirent à la création des hydres de guerre, des monstruosités aux nombreuses têtes cracheuses de feu et dotées d'extraordinaires pouvoirs de régénération. Envoyés au combat par leur bailleur Serpentis, ces horreurs noyées de flammes, tout ce qui les entourait, les faisaient rapidement pousser de nombreux membres en lieu et place de ceux que l'ennemi avait arrachés. Il y a aussi une petite bribe sur les ombres lames. L'art de l'assassinat n'a pas, chez les cultures elfiques, la même symbolique sinistre qu'au sein des cercles humains, car les elfes reconnaissent l'efficacité et la mansuétude liées au fait de prendre une vie pour en sauver bien plus. Cette notion est incarnée par les ombres lames, un ordre secret d'espions et de tueurs à gages elfiques, voués à éliminer un par un les ennemis de la civilisation. Mais Sigmar lui-même rechigne à employer les ombres lames pour accomplir les tâches que ces chasseurs et investigateurs ne pouvaient mener à bien. Sigmar lui-même rechigne à employer les ombres lames. Ça par contre c'est du bullshit. Ça c'est complètement du bullshit. Parce que justement dans leur lore, les ombres lames, c'était dit que pendant l'âge du chaos, quand il y a eu la retraite vers Azir et que Sigmar a fermé les portes, il a utilisé l'arbre des ombres lames qui lui avait été dont les services lui avaient été offerts par Malerion d'ailleurs. Malerion / Malekith lui avait offert les ombres lames, l'ordre des assassins, et il les a utilisés durant la purge d'Azir, parce que suite aux fermetures des portes d'Azir, Sigmar a fait une immense purge pour s'assurer qu'il ne reste aucun serviteur du chaos, aucune trace de corruption parmi les réfugiés. Et durant cette purge, il y a d'ailleurs beaucoup d'innocents qui ont été massacrés. Donc le coup de Sigmar, je rechigne à utiliser les assassins. Mec, tu les as spammés pendant la purge. Ça c'est du bullshit. Ça c'est du bullshit. Je colle le bullshit. Les assassins ombre lame aimaient à traquer leur proie durant des jours, voire des semaines, avant de frapper, en voyant leurs aptitudes surnaturelles.
pour se fondre dans les ombres avant de plonger une lame empoisonnée dans un organe vital. Les cibles qui parvenaient à fuir étaient souvent rattrapées par les cavaliers noirs. D'implacables tueurs montés, armés de lances et arbalètes à répétition. Ah là, ça c'est du... Ça c'est du gaslight, le coup de... Sigmar lui-même rechigne à les employer. Aujourd'hui. Je pense qu'ils auraient dû être aujourd'hui. Ah, ce bullshit. Oh là là. Tu n'as pas compris, je parlais du nouveau héros de Slam. Le nouveau héros de Slam? De Slanesh, tu veux dire? Voilà, il y a une news que j'ai pas vue. Non, non. Je vois pas de quoi tu parles, alors, effectivement, Jeddah. Hello, selon toi, à quoi va ressembler l'esthétique et l'inspiration historique au fantastique de la façon des elfes noirs de Malérion, juste des elfes 2.0? Alors, en fait, si Malérion a son armée, il faudra s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs peuples un peu et cultures dedans. Déjà, on a l'Empire de Narkas, qui pourrait aussi être transposé dans l'armée de Malérion. Donc je pense qu'on aura un peu ce côté chevalier draconique un peu. Je pense que ça va être retranscrit. Les inspirations historiques ou fantastiques, bonne question. Il y a rien qui me vient à l'esprit tout de suite. On peut s'imaginer quelque chose d'un peu similaire aux luminettes, mais version old goût. Après, on sait aussi que Malérion a tenté de créer une espèce d'elfe avec les âmes récupérées à Slanesh, qui sont décrits un peu comme des changelins, des êtres qui n'ont pas vraiment une forme physique stable. Donc on pourrait aussi avoir des change-formes, un peu des métamorphes dans l'armée. À voir en vrai, pour la suite. Mais il pourrait y avoir des trucs intéressants. Aussi d'ailleurs, on avait aussi dans Silver Tower, il y avait eu deux elfes qui semblaient être un peu inspirés de Malérion. Il y avait un espèce d'assassin qui ressemblait un peu à un Kénite et qui plongeait un peu dans les ombres. Et on avait une mage qui manipulait les brumes et des illusions, qui était apparentée à Malérion. Et c'est les rôdeurs de l'ombre Kénite. D'ailleurs, ce sont plus ou moins une fusion de ces deux figurines. Donc peut-être qu'on aura une armée qui s'approchera aussi un peu du style des rôdeurs de l'ombre Kénite. Parce que même s'ils sont ils sont rattachés à Morathi et au Kénite, il y en a certains qui servent aussi Malérion. Donc, une armée de Malérion pourrait aussi explorer ce design plus en détail avec d'autres unités, etc. Donc à voir. Voilà un peu ce que j'attends personnellement. Après, on peut être surpris. Tu les as balancés contre tes propres sujets. Ah oui, les ombres lames, c'est scandaleux là, ce qui se passe. C'est la réécriture de l'histoire là. On avait des sortes de loups aussi dans la boîte Silver Tower. Bah oui, là, justement, exactement. Sinon, j'imagine qu'ils ressembleront au Shadow Stalker. Ouais. Bah, j'ai une Mistweaver justement qui faisait partie de la boîte Silver Tower. Quand on va peindre après, je la montrerai si ça vous dit. Ouais, je vais la prendre, elle est dans ma vitrine. Attendez. Elle est ici, ouais. On sert un peu de proxy pour les mages. Hop. J'ai essayé de la faire un peu grise, vous verrez. Je vous la montrerai après. J'aime beaucoup cette figue. Elle est très stylée. Très stylée. Sinon, j'imagine qu'ils ressembleront au Shadow Stalker, aussi potentiellement. Désolé, je devais attendre tes réponses avant d'écrire. Vous n'êtes pas obligé, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal. Hein. Mais du coup, ouais, on se rejoint clairement sur ce qu'on peut s'attendre avec Malérion. Ensuite, il y a les fléaux des mers, donc les elfes pirates. Alors, la maîtrise elfique de la navigation a toujours attiré la convoitise de peuples côtiers, car leurs navires
fendent les eaux avec une grâce éthérée, et leurs marins peuvent escalader un grand mât délabré en quelques instants. Ces talents n'ont pas toujours été exercés à des fins bienveillantes, mais Sigmar était prêt à enrôler les plus impitoyables des corsaires pour détruire ses ennemis. Voilà, là on a ça, le coup de Sigmar Rushin à utiliser les assassins là. Voilà ce que Sigmar est vraiment prêt à faire généralement. Là, on revient un peu à quelque chose d'un peu plus cohérent, quoi. On voit que c'est pas la même personne qui a écrit ça et qui a écrit ça. C'est pas la même. Pas la même. Les fléaux-flibustiers formèrent ainsi la marine officieuse des cités de Sigmar des siècles durant, et s'acquittèrent de leur mission avec diligence, à défaut d'honneur. Leurs vifs vaisseaux et forteresses flottantes inspiraient la terreur dans tous les royaumes mortels, mais leurs méthodes devinrent trop brutales au goût du dieu roi, et finirent par entrer au service plus lucratif de la déesse Morathi Kane, en gagnant les eaux de ses domaines en Ulgu. Les seigneurs du fléau, d'ailleurs en plus à Ulgu, l'une des plus grandes cités où il y avait justement ces elfes, c'était Misthaven. Et justement Misthaven, à de nombreuses reprises, elle a un peu vendu ses services à Morathi. Ça vient du fait aussi que Misthaven est pas loin de Agnar, à Ulgu, qui est justement la capitale de Morathi. Donc ils ont souvent passé des accords, on va dire. Donc les seigneurs du fléau étaient effroyables, les effroyables maîtres des arches noires, qui tiraient leur nom des navires colossaux, qui formaient le cœur de leur flotte de corsaires. Ces guerriers cruels et dévoyés accomplissaient leur devoir avec une joie sadique. Les lames de ces bretteurs d'exception dansaient tels des reflets de lumière sur les eaux agitées, tandis qu'ils déchiquetaient leur proie. Ils se drapaient dans les peaux de monstres marins abattus et affichaient leurs trophées mal acquis avec une flamboyante désinvolture qui cachait mal leur vraie nature. Malgré leur prédilection pour les batailles navales, les fléaux-flibustiers lançaient de nombreux raids sur les terres en quête de butin et de gloire. Endurcis par leurs années de service, les corsaires des Arches Noires se battaient avec un style vif et acrobatique, favorisant les épées doubles pour surprendre leurs adversaires. Même si certains leur préféraient de fines arbalètes capables de planter un carreau dans l'œil d'un ennemi à 20 mètres. Horreur des abysses, le talent le plus impressionnant des flottes du fléau était sans doute leur capacité à traquer et capturer certains des pires monstres marins des royaumes. La plupart de ces terreurs abyssales finissaient découpées en morceaux, leur chair, griffes et toxines vendus à bon prix de retour au port. Mais certains offraient un loisir délectable, surtout une fois libérés sur un ennemi inconscient du danger. Le Charybdis était une de ces bêtes, un cauchemar pélagique, pâle et sinueux, capable de chasser aussi bien sur les terres que sous les profondeurs opaques. Leur tête tentaculaire et garnie de dents acérées s'attaquait à tous les êtres vivants, passant à proximité. Les gobant en une série de contractions péristaltiques, les Charybdis étaient à même de tout consommer. Les sucs de leurs estomacs pouvant dissoudre aisément le métal et la pierre. En vrai, les Charybdis, je les verrais bien un jour chez les Idonettes. C'est clairement une créature un nouveau kit de Charybdis, ce serait génial pour les Idonettes. Quand ils s'aventuraient sur les terres en quête de prédateurs pour remplir les cages de leur forteresse, les fléaux-flibustiers déployaient souvent des chars à courre, pilotés par 2 elfes. Conçus pour être rapides, agiles et capables de traverser les terrains les plus accidentés, les machines de guerre étaient tirées par des coursiers aux pieds marins et équipés de vicieux lance-harpons. Les plus gros gibiers étaient traqués par plusieurs chars qui les éludaient peu à peu à l'aide de redoutables qui les épuisaient peu à peu à l'aide de redoutables projectiles dentelés. Mais ok. Là, on a un article par-dessus, écrit par la presse libre tout à l'heure. On en avait écrit par le bureau de la propagande Simarite. Ah oui. C'est un peu ça. Comment tu peux être
inconscient du danger face à un monstre des mers. Bon, peut-être qu'il le garde un peu en réserve et ensuite il l'envoie, quoi. Ou alors peut-être que tu t'attends pas à te battre contre une abomination abyssale de 6 mètres de haut quand tu te bats contre des elfes, quoi. Peut-être c'est un peu ça. Les coteries ténébreuses. Donc là maintenant, c'est les sorcières un peu qui étaient aussi apparentées à l'Empire de Narkas. Les coteries ténébreuses. De toutes les peuplades elfiques qui fuirent l'âge du chaos, les coteries ténébreuses étaient sans doute les plus célèbres et les moins comprises. Nimbées de secrets et de sorcellerie, ces sectes insulaires d'Olgo estimaient que le royaume des ombres leur revenait par droit divin. Certains, c'étaient des alliés perturbants pour le dieu roi, car elles s'adonnaient librement à des formes d'enchantement et de contrôle mental, rendant leurs ennemis malléables afin d'en faire les serviteurs de leurs intérêts. C'était perturbant pour Sigmar. Sigmar tolérait les coteries ténébreuses en raison de leur expertise dans l'illusion et la magie de l'ombre. Qui s'avéraient précieuses lorsque le moment était venu d'envoyer des troupes en Olgo et dans les plus sombres recoins des royaumes. Sigmar les tolérait malgré... Sigmar les tolérait, même si bon, elles étaient un peu méchantes, mais quand il en avait besoin, il oubliait un peu ses états d'âme. C'est récurrent un peu dans ce texte. À chaque fois, c'est... Sigmar trouvait que c'était pas ouf, mais il utilisait quand même les corsaires. Sigmar pensait que les ombres lames étaient pas ouf, mais il les a quand même bien utilisés pendant la purge. C'est un thème récurrent. C'est officiellement Sigmar rechine un peu. Officieusement, Sigmar en a rien à carrer et il utilise ce qui fonctionne. Hein. Genre, il aime pas le fait qu'elle contrôle mentalement des gens. Il a plus ou moins volé des âmes sans leur consentement. Il les a transformés en des guerriers à moitié immortels pour s'en servir comme arme, quoi. Donc on n'est pas loin de contrôle mental, hein, je veux dire. Enfin, pour le coup, c'est très biaisé. C'est très biaisé tout cela. Faut rappeler ce qui est vraiment là quand même. Malgré leurs faibles effectifs, les coteries ténébreuses eurent une très profonde influence dans les années qui suivirent la tempête de Sigmar. Leurs enclaves prospéraient dans les quartiers sombres et peu fréquentaient des guildes franches. D'ailleurs, ça allait même plus loin que ça. C'était souvent des mafias, des gangs. Elles influençaient un peu les marchés noirs, la face sombre et criminelle des cités de Sigmar, bien souvent. Il n'était pas rare de voir leurs étranges soldats au regard vide marcher aux côtés des fantassins humains, obéissant aux ordres de leur maîtresse sans la moindre ombre d'hésitation. Ce que vous nommez cruauté n'est pour moi qu'efficacité. Quand on livre une guerre, il faut se montrer des plus impitoyables. Toute autre aptitude ne ferait qu'encourager l'ennemi. Pas Drouveat, sorcière des coteries ténébreuses. Mais l'alliance entre les coteries et les Sigmarites ne dura guère. Les différences entre les deux camps étaient trop criantes pour être ignorées. Et tandis que la déesse elfique Moraticane gagnait en pouvoir sur Ulgu, les coteries se tournèrent naturellement vers ces nouvelles opportunités, retournant sur leurs anciennes terres pour se venger de ceux qui les avaient usurpées. Les sorcières régnaient sur les coteries ténébreuses avec un mélange de charisme et de cruauté dominatrice. Recluses et méfiantes, même envers leurs propres congénères. Ces sombres régentes exerçaient pourtant une immense influence sur les armées des cités, faisant souvent office de conseillères et d'experts des arcanes au sein des hostes croisés. D'ailleurs, à Anvilgarde, l'ancienne cité de Sigmar qui a été prise par Moraticane et qui est devenue la cité de Harkouron, ça allait même bien plus loin que ça, en fait. Les coteries ténébreuses avaient contrôlé mentalement certains membres du conclave de la cité. Basiquement, elles avaient lavé le cerveau des politiciens de la cité pour manipuler, pour les manipuler en fait. Donc ça allait même bien plus loin que ça en fait.
Elles étaient considérées comme les plus grandes praticiennes de la magie de l'ombre, mais excellaient avant tout dans la domination mentale. Leurs troupes ne leur obéissaient pas par loyauté, mais en raison de multiples enchantements. Ils avaient privé de la faculté de remettre en question les ordres des sorcières. Certaines sorcières tiraient profit de leur lien ancestral avec l'ordre Serpentis pour s'arroger un immense et terrifiant dragon noir. Si elles étaient déjà intimidantes à pied, l'adjonction d'un behemoth à écailles transformait ces lanceuses de sorts en avatars horrifiques, jaillissant des cieux au dos de monstruosités cracheuses d'acide, et ajoutant leur puissant éclair de magie à la destruction ainsi engendrée. Donc là on voit un peu le dragon noir. Et donc ouais, en fait les coteries ténébreuses étaient plus ou moins apparentées à l'Empire de Narkas. C'est d'ailleurs grâce à leur rituel que les œufs de dragon étaient transformés en dragon noir. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à l'Empire de Narkas d'avoir genre... ils avaient une armée entière de dragons, de monteurs de dragons quoi. Là, imaginez en fait, vous voyez la cavalerie sur sang-froid. À l'époque de l'âge des mythes, ils avaient tous des dragons noirs quoi. C'était une sacrée force militaire. Les forces militaires des coteries ténébreuses se divisaient en 3 piliers centraux. Le premier se composant de troupes de première ligne, armées des armes traditionnelles des elfes de loup. Les affrelances brandissaient de nombreuses piques, qui leur permettaient de tenir à distance, l'ennemi à distance, et de frapper de taille et des stocks tout en conservant leur formation en phalange, incroyablement difficile à briser. Les tristes lames étaient équipées d'épées dentelées et de boucliers, ce qui les rendait plus adaptables et leur permettait de se défendre contre les tirs. Mais ceux qui demeuraient sans doute les plus importants pour la stratégie des coteries étaient les sombres traits, porteurs d'arbalètes à répétition, capables de noircir les cieux de leurs terribles carreaux. Pendant que les lignes d'infanterie lourde tenaient l'ennemi à distance, ces tireurs d'élite libéraient d'innombrables salves mortelles sur leurs flancs mal protégés. Le deuxième pilier de la structure militaire des coteries était constitué de sombres gardes noirs. Ces guerriers aux longs aumes et aux hallebardes acérées protégeaient leurs sorcières avec une détermination qui confinait au fanatisme. Entraînés dès l'enfance entraînés dès l'enfance dans les arènes de leur peuple, ils opposaient aux ennemis une barrière de métal aussi mortelle qu'impénétrable, déchiquetant tous ceux assez fous pour les attaquer. Enfin, les plus redoutables des guerriers des coteries étaient les exécuteurs. Chacun d'entre eux portait un masque en forme de crâne, maniant un sinistre dresh, une épée longue traditionnelle. D'ailleurs, les nouvelles unités canites, elles en ont des dresh. Les rumeurs prétendant que des êtres vénéraient Les rumeurs prétendant que ces êtres vénéraient des divinités elfiques oubliées, dont le dieu du meurtre Cain. Ils faisaient décrire à leurs épées Ils faisaient décrire à leurs épées des arcs mortels, décapitant l'ennemi à chaque coup et tirant de l'énergie de chaque meurtre. Certains humains, ayant combattu aux côtés de ces tueurs masqués, affirmaient qu'il ne s'agissait pas d'elfes, mais d'entités démoniaques. Que cela se fondait ou non, nul ne peut nier que les exécuteurs ont renversé plus d'une fois le cours du bataille en faveur de leurs alliés sigmarites. Ouais. Et d'ailleurs, le panthéon elfique en général, là ça mentionne Cain, mais ça mentionne les divinités elfiques oubliées. Ça fait mention peut-être justement des Kadai et des Sitarai. Et justement, dans le lore des fils de Cain, les Sitarai, et d'ailleurs, grâce à d'autres passages dans d'autres livres de bataille, les anciens dieux elfiques vont peut-être revenir sous une forme ou une autre. Notamment par le biais justement d'avatars mortels. Donc sympa aussi qu'il y ait une petite référence à ça. Il y avait un archétype soulbound de corsaire elfe de fléau. Oui, il y a un archétype qui est d'ailleurs toujours jouable en plus. Ils sont un peu des chasseurs de monstres et des combattants hybrides. L'archétype est sympa en vrai. L'écaille noire était le nom de la mafia elfe, oui c'est ça. The Black Coil en anglais. Il me semble que c'est l'écaille noire, ouais.
qui était un peu une triade criminelle, opposée justement des coteries, de l'ordre Serpentis et des fléaux corsaires. Et c'était une triade criminelle quoi, dans Vilgard. Et qui a aussi une influence dans les milieux criminels des autres cités de Sigmar d'ailleurs. Et donc voilà, ensuite on a les règles pour les figurines. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce petit lore, un peu ces petites, ces petites descriptions de l'exode un peu de certains elfes et certains nains des cités de Sigmar. C'est important aussi de rappeler que ce ne sont pas les seuls peuples elfes et nains qui existent dans les rues mortelles. Il y a d'autres peuples en plus de ces peuples, en plus des Luminettes, en plus des Idonettes, des filles de Cain. Il y a d'autres peuples elfiques qui ont une culture dans les royaumes mortels. Pareil pour les nains, etc. Et ces peuples sont toujours alliés aux cités de Sigmar. Par exemple, on a les rois des racines, on a qui sont des nains sylvestres de Giran. Il y a les Umberness qui sont des elfes qui vivent à Akshi, le royaume du feu. Et qui sont très doués dans la pyromancie. Il y a vraiment tous ces peuples qui sont un peu en arrière-plan et qui n'ont pas trop été explorés. Et j'espère un peu qu'ils seront un peu à la même manière des bandes Warcry, justement du début de Warcry. On avait des bandes du chaos de chaque royaume. Ce serait sympa d'avoir des peuples de chaque royaume aussi, des peuples libres. Et je pense que ça arrivera clairement dans le futur. Mais aussi, il faut rappeler qu'il y a encore des elfes, il y a encore des nains, il y a des ogres, il y a des gargants dans la cité de Sigmar. Ce n'est absolument pas une cité 100% humaine. Je pense que c'est important tout de même de le rappeler. Et à garder en tête. Et j'espère personnellement que ça va le rester. Et que ça ne va pas devenir complètement humain. Ça, c'est un peu ma petite peur. Mais de ce que je vois, il y a des règles dans le livre de bataille des cités de Sigmar pour jouer des factions, des figurines de factions nané-elfiques. Donc c'est un peu gardé en mémoire dans les règles et dans le lore que les cités sont un peu cosmopolites. Et j'espère justement que dans le futur, on finira par avoir des kits des cités de Sigmar avec plus de non-humains autres que les ogres et les gargants. J'espère. Mais nous verrons. En tout cas, voilà.